Vous êtes dans la lutte? Oui. Vous, lutteur? Non. Entraîneur, arbitre? Vous êtes dans la lutte? Vous êtes dans la lutte? Vous êtes dans la lutte? On arrivera bientôt à la fin de la route pour WrestleMania et la WWE semble l'avoir oublié. Pendant ce temps-là, la TNA, on dirait que WrestleMania, c'est très bientôt. What the fuck is going on? Bienvenue à Vous êtes dans la lutte, l'épisode 12. Mon nom est Mathieu Chevalier et avec moi, il est le directeur du chaos, le director of chaos du podcast, Marc-André Drouin. Salut Marc. Salut Mathieu, salut chers auditeurs. C'était une autre semaine de lutte qu'on vient de passer. Un autre épisode du Road to WrestleMania avec Rock. On va parler, qu'on va disséquer. Et comme disait mon ami Mathieu, on dirait qu'on n'est pas dans Road to WrestleMania. On dirait qu'on est dans Road to Over the Limit. Ouais. Hey, on n'est pas tout seul cette semaine. Il est de retour. On l'a démasqué. On connaît enfin son identité. Voici le sergent d'armes Pierre-Alexandre Vincent. Salut Pierre-Alexandre. Messieurs, bonsoir. Bon après-midi, bonjour. Avez-vous aimé mon wow, c'est un intro Aces and Eights, là. J'étais vraiment à court d'idées, là. Ah, c'est bien correct. Ouais. J'ai l'habitude de vous dire bonsoir, fait que c'est comme dans ma lancée, là, mais c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui, une journée d'après-midi, avec mon peignoir, mon café. Ça changement? Une belle bordée de neige, à peu près 45 cm de neige. Nous autres, on fait un podcast de lutte. On rit du monde qui sont dehors. Ben moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Fait que je vais vous laisser jaser. C'est vrai? Mais c'était raw. Écoutez, je veux pas être plate, chers auditeurs, mais on pense qu'on est dans un Road to WrestleMania assez moribond. On a demandé vos opinions la semaine passée et les gens sont pas mal tous d'accord avec ça. Il se passe pas grand-chose. C'est lent, c'est morne, c'est sans saveur, sans odeur. Il ne se passe fuck out. Là, si j'ai bien compris, au Raw, là, John Cena est en feud contre Primetime Players. Ouais, moi, c'est ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Exactement. Écoute, je sais Ça pas. va tout un main event, ça, Cena contre Titus O'Neil. Écoutez, je pense que c'est bientôt terminé je sais pas comment l'expliquer. Je suis plus capable. Ils sont en train de me pousser à la bout. Il y a une corde. J'ai une corde, un fusil et des médicaments dans ma chambre bientôt pour en achever avec la lutte. T'as déjà un des trois, là. Ouais. La corde. Je sais pas quoi vous dire. Quand on va disséquer le Raw, moi, je vais essayer d'en dire le moins possible parce que je suis trop en beau tabarnak. Puis à chaque semaine que tu es en crise, on perd 5 auditeurs selon les chiffres de Lee Warden. Là. Mais en même temps, je veux dire, s'il y a du monde qui aime ça, ben c'est leur Christy de problème, c'est pas le mien. Eux, dans le fond, ce qu'ils aiment, c'est parler puis des matchs de lutte de 2 minutes avec des non-finish puis des affaires de même. Tant mieux pour eux autres. Le genre de personnes qui aiment Yamaska, mettons. tu te surpasses, man. T'es pas le director of chaos pour rien, mon gars. T'es le doc. Ben, qu'est-ce que vous avez regardé en lutte cette semaine? Moi, j'ai même pas le goût de parler de SmackDown, parce que je pense qu'il y avait pas grand-chose à dire. Mais ça me c'était... Pierrot? Ben, j'ai écouté le SmackDown avec ma blonde, comme d'habitude. Là, c'est notre petit rituel de fin de semaine. On écoute le SmackDown en déjeunant. Puis, c'est pour une 3e semaine d'affilée. Je commence mon dimanche matin en beau fusil, parce que j'ai pas envie de sacrer en ondes. En beau tabarnak, là. C'est exactement comme Marc-André vient de le décrire, là, où c'est pas un road to WrestleMania. Je sais, je suis en train d'oublier c'est qui le champion de la fédération. On le voit pas. Il est pas oui, présent. On le voit dans des montages. Il parle... même moi pas là. Il est pas présent. Il n'y a pas de feud qui se build. Le main event de WrestleMania en ce moment, c'est un vidéomontage qui est le même,
Puis on s'entend que refaire un vidéomontage comme ça prend pas 4 semaines. Tu es capable de au moins innover d'un shot que tu mets dans ton vidéomontage. C'est la même affaire depuis 5 shows que je vois. Cette vidéo-là n'a pas avancé. Et tout ce qui est alentour de ça, tous les autres matchs de la carte, les Lamentins, comme vous aimez les appeler, sont en train de tout... Ils se foutent de notre gueule, carrément. Moi, ça me dérange pas que tu aies un petit relent de manque d'innovation pour une semaine. Mais là, c'est de me rire d'en face, là, carrément. On va en reparler tantôt, là, mais les matchs sur la carte de WrestleMania sont confirmés. Puis après ça change. Le monde qui sont dedans, on s'en calisse. Puis c'est de débuilder carrément tout ce que tu as fait avec tes champions. Mais moi, j'ai envie qu'on fasse quand même un exercice, moi pis toi, Pierrot. On ne demandera pas ça à Drouin, là. Mais on va essayer de trouver des choses qu'on trouve réussies. D'accord. Tout le long du Raw, là, on va essayer de trouver des choses positives parce que je veux pas que ça soit tout le long, ça c'est pourri, ça c'est mauvais, ça c'est mal amené. On va essayer de trouver des choses. Puis Marc, tout ce que je te demande, c'est de trouver les choses qui sont pas bonnes. OK, dans le fond... Là, il y a la job la plus facile. Dans le fond, tu veux que je fasse le résumé du Raw à moi tout seul. Puis, regarde, pour le SmackDown, je me souviens juste de Brad Maddox, il était là tout le long. Il était moins flamboyant que la semaine passée. Ils l'ont peut-être stoppé un peu sur ses conneries. Puis, il me semble qu'il n'y a même pas eu de match mémorable à mon souvenir. Là. Parle donc quelque chose de positif, Mathieu. Parle donc du TNA Lockdown. Ben, le TNA Lockdown, c'était un pay-per-view. On n'a pas parlé la semaine passée, puis je m'en suis voulu après l'avoir vu parce qu'il y a vraiment une grosse storyline qui s'est développée. Tu l'avais pas vu? Non, je l'avais pas vu. Puis avoir su, je l'aurais regardé parce que le pay-per-view en tant que tel, c'est pas un pay-per-view 5 étoiles, là, on va se le dire. C'était des hauts puis des bas. Des matchs qui n'avaient pas d'affaires là, puis il y avait des matchs de qualité comme TNA sont capables de donner. Mais la finale, le dénouement du scénario avec Aces and Eights, pour ceux qui sont pas au courant, ben soit vous le suivez pas, soit vous en calissez. Bully Ray s'est avéré le chef du clan minable Aces and Eights, qui tout d'un coup est devenu moins minable avec Bully Ray en tête du clan. Depuis le début, ce clan-là, Aces and Eights, ça fonctionnait pas parce qu'il y avait pas de talker, il y avait pas de chef, il y avait pas quelqu'un qui était capable de nous convaincre que c'était une véritable menace. Ça prend un chef, il y en a un, et contre toute attente, Bully Ray est devenu champion World Heavyweight. Qui aurait cru un jour que Bully Ray, Bubba Dudley, serait champion? Puis ça fonctionne. Puis il a tellement créé de hate, il recevait des bouteilles sur la gueule. Le monde, ça pitchait des débris comme dans la tête de la New World Order. Même fait une référence à ça en disant à Hogan, je vais te faire ce que t'as jamais réussi à faire avec la NWO. Tu sais, moi, j'ai trouvé ça, c'était une petite joie de voir ça. Quand il y a des grosses storylines qui se concluent ou qui débutent, dans la lutte, peu importe la fédération, c'est tout le temps le fun, il y a tout le temps une espèce de buzz qui se crée. C'est sûr qu'il doit y avoir du monde en ce moment qui chiale contre ça puis qui disent que c'est minable, mais puis à chaque semaine, j'ai l'impression que je suis tout le temps en train d'encenser la TNA, c'est pas parfait là, mais moi, ça me divertit au bout. Peut-être parce que mes attentes sont moins élevées aussi. C'est sûr que ça joue tout le temps dans la balance. Tu sais, la TNA, quand j'écoute ça, je m'attends tout le temps à un produit qui est généralement comme de second rang. Mais c'était toute une ambiance. Ben, toi, tu l'as vu aussi, la fin. Tu trouvais ça cool, Marc? Ou? Ouais, la fin était excellente. Mais moi, ce que je veux parler, je veux parler aussi de la TNA au niveau in-ring, que là, eux autres, ils en donnent des matchs dans leur show TV, puis des matchs qui sont longs. C'est là, tu sais, je sais que je m'écarte un peu du shit de Lockdown, là, mais c'est parce que Ben, Lockdown, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a pas, tu sais, je veux dire, il y a eu des bons matchs. Le match tag team était particulièrement réussi. Ben, si on y va vraiment, là, basic côté in-ring, ce qui nous donne, on veut pas savoir, dans le fond, on parle pas du côté talent des lutteurs, là. Ça s'équivaut sûrement pas mal. Les gars de la E, c'est quand même des gars flawless. Ouais, puis qui sont capables de donner plus. T'as probablement plus de talent à eux, t'as des gars plus jeunes. Exactement. La TNA, c'est vieux, le roster, en général, ouais. là. Mais la manière qu'ils bookent leur match, ça torche carrément la E. Même si vous me dites, oh, mais l'histoire, c'est du croche, ça fait deuxième catégorie. Mais en sac, ils donnent des matchs de lutte. Ben, de ils sont toute façon, meilleurs que tu peux pas vraiment défendre les histoires
de Raw en ce moment, là. Non, vraiment pas. Quelqu'un qui est capable, qui essaie de me défendre ça, et crime. Je vois de la misère. En tout cas, c'est ça. Tu sais, je rentrerai pas dans les détails parce que je sais qu'il y a moins de monde qui regarde ça, puis ça peut emmerder, puis le monde il attend le segment de Raw, j'imagine. Mais si vous avez la chance de donner un coup d'œil à ça, je sais qu'il y a une couple d'auditeurs qui suivent la TNA. Entre autres, j'oublie son nom sur YouTube, qui fait des commentaires à chaque semaine. Vraiment le fun de te lire. Nicolas sur Twitter aussi qui nous suit. Mathieu aussi, notre ami français, qui nous a écrit un super texte la semaine dernière sur comment il voyait le Road to WrestleMania. Les gars, c'est pour vous autres qu'on fait ça, les gars et les filles. S'il y a des filles, écrivez-nous aussi. Puis on peut parler du Raw. Maintenant, ça, Pierrot, t'avais-tu d'autres choses à dire? On a regardé un peu de Pro Wrestling Guerrilla. Je t'ai montré un match ou deux de DDT4. Il est très temps qu'on le finisse, ce style d'événement-là. Là. Ben, j'ai hâte. C'est comme je t'ai dit quand je suis parti de chez vous, ça va être tough de commenter sur le Raw après avoir vu ces deux matchs-là. Mais on le sait que c'est pas la même affaire. Là. On est capable de prendre 2 poids, 2 mesures. Là. Mais oui, ben hâte de finir des DT4. Pour ce qui est du Raw, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener au segment puis vous dire ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je suis vraiment trop en beau calice pour dire quoi que ce soit. Je vais dire quelques petites choses, mais écoute, c'est désastreux. Moi, j'appelle ça désastreux. Si, c'est pas le cas, mais si la E n'est qu'à un fil dans la vraie vie, si c'était le cas, ben, je pense qu'il se pendrait avec le fil. Le highlight du show, c'est le build-up pour le match intercontinental. Pour une fois, ils l'ont mis sur un piédestal, le titre. Ouais. C'est l'histoire du Raw, tant qu'à moi. Là. John Cena qui fait son entrée au début du Raw. C'était où, le Raw? Pittsburgh. C'est vrai, ils ont fait du cheap heat. Oui, exactement. Là, il fait une promo avec son match contre The Rock et il se fait interrompre par les Primetime Players après 2 minutes pour aucune calistifie de raison. Hey, t'as dit que tu disais rien. Mais ça finissait là. Je veux rien dire de plus. Au début, j'ai donné une chance parce que je veux dire, Titus O'Neil, je trouve qu'il est quand même assez habile. Il y a une prestance. Je me dis, bon, aussi, ça va mener. Là, ça s'éternisait. C'était long. Là, c'était de la déconnade. Ça avait l'air d'un remplissage. Ça avait l'air d'un segment qui passe pas à télé. Tu sais, des segments quand tu t'en vas à un house show ou une petite déconnade que t'es là-bas puis tu trouves ça drôle puis tu sais que les faces vont en manger une crisse, que les heels vont en manger une crisse. Mais là, t'es à télé. T'as ton build-up de match de championnat avec John Cena. Puis The Rock, on sait qu'il est pas là. On sait qu'il y a des promotions de films pis tout, mais c'est pas mon esti de problème. Là. Ce que je veux dire, c'est que vous vous êtes mis dans cette situation-là. Vous le saviez l'horaire de Rocky. Je mets pas la faute sur Rocky, là. Je mets la faute sur... Vous avez donné la ceinture à une méga vedette qui peut pas... qui est pas là sur votre show. Ça fait pas sérieux, là. Puis là, les primetime players qu'on voit jamais en ondes. Jamais. Qui vont venir... en tout cas, je saisis pas ce segment-là. 0, là. Je suis content que les primetime players aient eu du temps d'antenne. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Mais ils devraient les avoir pour les titres par équipe. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient là? Je l'explique pas. On se disait hier que on a beau chialer, mais ça doit pas être facile de booker à toutes les semaines des Raw Flawless. Puis on essaie de donner... Ils voulaient mettre John Cena en ondes, ça c'est sûr, parce que la semaine passée, il était pas là. Oui. Puis il fallait qu'ils trouvent quelque chose à faire, il fallait qu'ils viennent parler, mais ils veulent pas y donner le dessus sur la fiole, ils veulent pas qu'ils enterrent The Rock. Ils jouent pas là-dessus cette année. C'est pas notre hostie de problème à nous autres. C'est pas le problème aux auditeurs. C'est eux autres qui sont poches. Sacrement. The Rock, hier, pendant le Raw, était sur un tapis rouge en train de promouvoir son film. C'est correct. Tu l'as dit, regarde. Non, c'est pas correct. Il a le droit. C'est pas son problème à lui. Oui, c'est son problème à lui. C'est Chris. Là, en ce moment, t'es le champion de l'AE. T'as à promoter un film ou à être à l'AE. Oui, tu fais un choix entre les deux. Mais le choix, en ce moment, logique, c'est que t'es le champion de l'AE. Je sais que lui, il donne tous les pouvoirs de Rock. Fais ce que tu veux. Mais calisse, là, ouais, mais d'emblée, quand The Rock là, il a accepté le contrat, là, lui, il a donné ses dates.
La E le savait qu'il était pas là. Lui, là, il y a des obligations là, par les studios de films. C'est sûr qu'il va aller promoter les films. Il génère bien plus de films avec bien plus d'argent que G.I. Joe, là. Puis The Rock, il y a un agent qui s'occupe de son agenda puis tout ça, là. Je comprends, mais à ce moment-là, Moi, c'est je la mets pas la faute faute sur Rocky là-dessus. Moi, je mets la faute sur la E qui a mis Rocky champion. C'est tout. Oui, je le sais, mais en ce moment, je comprends. Écoute, ça me dépasse. Ça me dépasse vraiment parce que. Mais c'est vrai qu'il est jamais là. Là, c'est problématique, là. Là, c'est problématique dans le sens que t'es pas là. Puis tu vas revenir, puis tu sais que la foule va te pardonner, puis tu joues même pas. Il y a personne qui joue avec ça. Cena joue même pas avec ça. Ça passe dans le beurre. C'est d'un ridicule alarmant. Ben, le problème étant que Cena, il a joué là-dessus la dernière fois. Passée. Il voudrait pas, j'imagine, rejouer sur ce corde-là, alors que c'est d'autant plus d'actualité en ce moment qu'il est jamais là. Il détient une ceinture, puis on le voit pas. Ouais, c'est ça qui est. Cela dit, il n'y a absolument rien qui empêchait la E de se rendre on location où se trouve The Rock quelques heures, quelques jours avant, puis d'y faire tourner une promo en une demi-heure, taper ça, la canner, puis John Cena réagit avec, là. Ouais, vraiment. Puis de voir John Cena, tu lui fais faire un segment avec la ceinture sur un red carpet fauné ou n'importe quoi. Je suis là-bas. Regardez comment la ceinture est importante pour moi. Je l'amène partout. WWE, je vous oublie pas. Blablabla. Mais on le voit pas, The Rock. C'est exactement ce que je m'en allais dire. J'ai dit, quand ils ont donné la ceinture puis ils ont checké les dates, ils ont sûrement joué le rôle. On va t'accommoder. Mais là, c'était à The Rock à dire, non, je vais m'accommoder à votre... Tu sais, s'il veut qu'on le prenne au sérieux, là. Je vais m'accommoder à vos horaires, à vous. Je vais être là tout le long du road to WrestleMania. S'il n'était pas capable de dire ça, c'est là que la a dû faire fuck off, mon gars, t'auras pas le belt. Parce que tu vois, The Rock était là pendant sa feud avec Punk, il était là pas mal. Il était là à des SmackDowns souvent même. Puis j'avais l'impression que The Rock là, faisait partie du team. Puis je trouvais ça cool de le voir, tu sais. Mais en ce moment, il est vraiment pas là, ça c'est vrai. Il y a des films, puis c'est une vedette de cinéma, mais c'est aussi, comme tu dis, c'est aussi le champion. Puis les primetime players, whatever. Là. Ben, primetime players, regarde, c'est là que je m'en allais tantôt. Là. Je suis super content qu'il ait été là. Point positif de tout ça, ils ont eu la visibilité, puis ils ont encore démontré justement que Titus O'Neil est capable d'improviser, puis de partir râler de la merde, puis générer du heat, mais c'était pas le bon endroit. Ça aurait pu être n'importe où dans la carte ce soir-là. Ça aurait fait du sens plus que là. Mais c'est surtout que ça mène à rien dans ça. Ça mène juste à ce que John Cena le batte en 3 secondes. Mais le segment était beaucoup trop long pour ce que ça donne au bout du compte. Puis parlant de gars qui perd en 3 secondes, Otunga après, contre Ryback. Me trompes-tu? Donc, il est parti. Non, tu te trompes pas, je suis encore là. 1 minute 37 le match. Otunga Ryback. Talon? C'est tout ça pour que Mark Henry arrive, puis là, que Vicky puis Teddy fassent un booking de Lamentin en disant on t'enlève du match 3 contre 3, puis on va te mettre contre Mark Henry pour aucune crise de bonne raison, à part avoir eu des face down entre les deux, puis avoir eu 5 World Strongest Slam. C'est booké de dernière minute. Là, c'est... Ben, j'en ai parlé hier dans notre salon, mais vu qu'on devrait enregistrer... Sérieusement, le podcast, on devrait l'enregistrer quand on écoute Raw. Ça serait hallucinant, là. Moi, mon problème avec l'histoire de Ryback... Moi, Ryback, Mark Henry, ça m'allume, OK, comme match. Mais mon problème avec la storyline de Ryback puis le Shield, c'est que quand Ryback a perdu le dernier match contre le Shield... il y a eu des répercussions. T'as vu le lendemain, il était comme troublé puis tout, mais ils ont comme pas capitalisé sur cette histoire-là que Ryback réussissait jamais à gagner. Puis il s'est comme sorti un peu de l'histoire Ryback. Puis là, dans les dernières semaines, ils l'ont ramené. C'est toi qui vas les affronter à WrestleMania. Je trouvais ça bizarre parce que Ryback contre Shield, ça marche au bout. Même si on a vu ça plusieurs fois. C'est juste que dans les dernières semaines, il y en avait plus. Il était plus dans cette histoire-là. Puis le fait qu'il l'avait rajouté là-dedans, puis là, j'étais là, c'est sûr, tu sais, ça peut pas marcher. Il y a trop en ce moment de rivalité avec Mark Henry pour qu'il s'en aille dans ce match-là. C'était sûr que ça bifurquerait vers Mark Henry. Moi, j'avais aucun doute. La façon que ça a été fait, que Vicky arrive avec son micro qui marche pas, puis
qu'elle change tout d'un coup le match, c'était effectivement assez paresseux. C'était un manque d'originalité. Ryback aurait paru bien plus fort s'il avait lui-même dit « Je me sac du Shield, je veux plus rien avoir à faire avec eux autres. La semaine passée, j'ai eu le dessus sur eux autres. C'est Mark Henry, ma prochaine cible. T'es pas le World Strongest Man, c'est moi. Build ton face comme faut. Oblige-les pas à faire. Tu sais, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre. Peut-être que c'est différent, mais moi, j'ai trouvé ça un peu cheap. Ouais, mais le problème, moi, je m'intéresse le match Mark Henry et Ryback. Comme tu disais, c'est la façon dont ils ont amené ça. Ils ont amené ça de façon illogique. Qu'est-ce que Theodore Long faisait là? Aucune ciboiraque d'idée. Pas Brad Maddox, l'assistant de Vicky? Ah ouais, J'ai-tu manqué quelque chose? Moi? Corrige-moi si je me trompe, Mark Henry est sur le roster de SmackDown, puis il était là, lui, pour calmer son cheval. Ah, ouais, OK, ouais, ça fait du sens. Ça fait du sens, là. Mais 1000 à l'heure. supposément qu'il n'y a plus de roster. Ouais, il n'y a plus de brands, c'est fini, ça. Ouais, mais ils sont encore identifiés quand ils apparaissent là, dans leur super, soit qui est bleu, soit qui est rouge. Ils n'ont pas changé ça encore dans l'habillage. C'est encore un gars de SmackDown. Lui. Écoute, c'est la seule réponse que j'ai trouvée à qu'est-ce que Teddy Long calissait là. C'était ça. Parce que sinon, comme tu dis, ça aurait dû être Brad Maddox qui soit là puis qui essaie encore une fois de prendre le dessus sur. C'est tant qu'à booker Vicky. ça sur le fly que Vicky elle arrive et elle dit j'ai changé le match. Ben il fallait faire par Brad Maddox puis surprise générale, il a fait ça dans le dos de Vicky, fait un petit twist. Tu croiras pas ce que j'ai fait, j'ai booké tel match, tu sais, puis ben non, crime, Ryback était déjà contre le Shield. Ben non, mais tu sais, je sais pas, il y a des moyens d'être créatif sur des petites affaires puis il manque des opportunités. Mais de toute façon, la E, ça doit faire pas loin de 6 mois qu'ils nous démontrent qu'ils sont capables de booker des storylines, pas toujours habilement, pas toujours comme nous on le voudrait, mais ils sont capables de le booker sans la présence de Vicky dans le portrait. Je vois pas pourquoi que là, il fallait qu'elle revienne. Il fallait qu'il trouve un boss pour switcher à patente. Tu sais, j'ai l'impression que c'est du chialage dans le vide qu'on fait, mais c'est juste que quand tu regardes l'émission puis que ça te paraît forcé ou que ça te paraît... c'est un revirement de situation comme facile, cheap. T'écoutes une émission de télé, un téléroman, une série, un film, c'est le genre d'affaires que tu vas faire, ben là... C'est la même affaire quand j'écoute la lutte. Tu me racontes une histoire, raconte-moi-la comme faux, là. Puis là, je le dis avec positivisme. J'essayais d'être positif, puis je suis pas capable. C'est de l'entertainment. C'est Vince lui-même qui focus là-dessus. Ben, entertain-moi adéquatement, si je peux utiliser le terme, habilement, du moins. Le punch, c'est supposé être Ryback va affronter Mark Henry dans un match que beaucoup de monde veut voir, j'ai l'impression. C'est quand même c'est quand même cool. Fait que fais-moi un petit c'est cool comment ça se fait finalement. Là, c'est vraiment genre j'ai changé ça puis on s'en va une pause. Feed me more. Ensuite, Fandango, il arrive pour affronter Great Khali. L'entrée de Fandango, quand il s'amène au ring avec la finale, avec le logo en haut de lui, c'est cool. Ça me fait rire. Je trouve ça très délicieux. Je trouve ça drôle. Ça me fait sourire. Ça faisait... Là, il fait avec... Ça faisait old school un peu, là, ramener de la pyrotechnie, pas un peu qui saigne la broche. Puis non, mais j'ai bien aimé ça. Ouais, il y en a plus des entraînements, c'est vraiment beau. Moi, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Il donne vraiment le paquet, ce gars-là. Hein? Oui, exactement. Puis là, il essaie de cruiser Natalia en disant c'est toi qui vas dire mon nom. Elle vient pour le dire, puis elle a dit à Khali d'attaquer Fandango, mais avec la vitesse que Khali a, et même si Fandango aurait été à 4 pattes, il serait pas capable de l'attraper. Ça finit là. Mais tu vois, ce segment-là, il est correct. Jusqu'au moment où Natalia dit « Get him, Khali », jusque-là, moi, j'étais diverti. Oui, exactement, même, moi aussi. J'aimais que Fandango soit over the top en train de cruiser Natalia. Il est vraiment bon. Il a vraiment des bonnes expressions faciales, je trouve. Il a un bon charisme que j'aime beaucoup en ce moment. J'ai peur que la E me le détruise, mais pour l'instant, je l'aime. Pas le charisme, tu sais. Ça se détruit pas un charisme. Le gars, il a la pire gimmick. Parce qu'on s'entend-tu que c'est mince, là? Le gars, sa gimmick, c'est « Tu prononces mal mon nom, je lutte pas ». C'est ça à date, là. Mais je veux dire, le gars
réussi à s'en sortir. Puis moi, je trouve ça impressionnant parce que il n'y a pas grand monde qui s'en sortirait avec ça. Moi, j'ai l'impression que dès sa première apparition, le monde n'aurait pas embarqué. Puis là, il y a du heat. Puis je pense, en tout cas, je pense pas que c'est du heat second degré de je veux pas voir le gars. C'est vraiment, t'es annoying. Puis c'est un heat de heel. Puis je pense, en tout cas, je sais pas, mais je pense que ça fonctionne. Moi, en tout cas, ça me fait rire. Mais c'est parce que nous autres, on regarde la lutte sur avec un degré de, tu sais, des fois, des affaires ridicules, ça nous fait rire puis ça nous fait marquer pour rien, là. Ouais, parce qu'on est assez absurde dans la vraie vie. Fait que quand il nous arrive avec de quoi du genre, nous autres, on embarque à pieds joints, là, comme au début de Ryback. Là. On faisait des gestes de bras avec Ryback. Là. Ouais, Ryback, on l'aimait avant qu'il commence ses films More, tu sais. Je pense qu'on a aimé Ryback avant que Vince commence à l'aimer. Ensuite, on a eu le combat. On a eu R-Truth contre Damon Sandow qui se finit par count out parce que Damon Sandow se sauve de R-Truth qui lui revient d'une blessure et qui est habillé en pyjama. En pyjama, un beau pyjama blanc. Puis tu l'as dit, puis après ça, Lawler l'a dit à peu près 1 minute après. Fait que Lawler, il est slow. Tu pourrais le remplacer, dans le fond. Ouais, mais ça me tenterait pas d'avoir une crise cardiaque. Mais il faudrait que tu te fasses une banque de jokes plates, une vingtaine de jokes plates là, de mon oncle. Puis tu plugues ça une fois de temps en temps. Ben facile, j'ai tous les DVD de Peter McLeod. Ouais. L'équivalent français, ce serait quoi, mettons, d'humoriste français qui a des jokes poches? Tous. Nomme-moi-en 3 humoristes français, cool. Je sais pas, moi, j'en connais pas beaucoup. Franck Dubosc, Jean-Marie Bigard, Arthur. Sur la roche. Ensuite, on a Arthur. Cody Rhodes en coulisses avec les Bella Twins. Caitlyn arrive et annule le rendez-vous pour ce soir. Je sais pas pourquoi je dis ça de même, là, mais une histoire de moustache, puis c'était boring à souhait. Non, mais là, tu me demandais tantôt de trouver des affaires positives dans le show. Les Bella. Ouais, c'est ça. Les 4 courbes. C'est un segment qui menait à rien, ça. Quoi? Un segment qui menait juste à montrer Cody Rhodes et Caitlyn ensemble, mais c'était... ça mène à rien. Mais là, c'est à l'image de la division féminine en ce moment. Là, un peu comme le petit pousset, là, il sème des pistes là, avec des morceaux de pain, mais ça mène nulle part. C'est flou, ça avance à des vitesses vraiment très, très lentes. Là. Tout ce que je vois dans les matchs de la division féminine, je tout le temps ça. Je vois des petits indices, mais je sais très bien que ça avance pas parce que la division est sur le hold. Et l'histoire entre Caitlyn et Cody Rhodes, c'est la même chose. Là. On nous laisse présager que peut-être qu'à un moment donné, mais dans le fond, si on a des meilleurs plans pour les Rhodes Scholars, Caitlyn va décrisser à la vitesse de l'éclair. Ouais, c'est que tu sens... C'est pas dans le fond... des histoires bien écrites, c'est des histoires qui changent d'une semaine à l'autre d'idées, puis ça paraît. C'est ça qui est malheureux parce que en tant que tel, les petits segments Caitlyn Cody, moi je trouvais que ça fonctionnait. Ça avait été cool au début mais hier, ça menait à rien. Non, c'est ça. Puis jusqu'à ce que les Bellas arrivent, il y avait des petits segments amourettes, puis tu sais, c'était quand même cute, là, les deux ils avaient l'air gênés de se voir, puis tu sais, je suis capable d'embarquer là. Ben ça faisait teenager un peu et je me disais OK, c'est pas dans ma tasse de thé, mais c'est à l'image de la E en ce moment, puis au moins là-dessus, il serait conséquent. Ben c'est que ce qui était intéressant, c'est que Cody c'est un heel puis Caitlyn c'est une face, puis c'était à se demander, tu sais, ils vont-tu virer Cody? Ça montrait une facette de Cody qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent. Puis là, tout d'un coup, les Bellas arrivent. Puis là, à ce que les rumeurs disent, ça serait peut-être un 4 contre 4. C'est-tu vrai, Marc? Ou, oui, les rumeurs étaient les Bellas avec Rhodes Scholars contre... le clan des Funkadactyls. Oui, contre le clan des Funkadactyls avec... les deux Funkasaurus. Là. Puis c'est ça. Mais tu sais, ce segment-là, c'était Caitlyn. Fait que c'est pas ça que tu me builds, là. Non, exactement. Fait que c'est ça le problème. Next. Undertaker qui fait son entrée. Il parle que Punk qui va souffrir, que ça va être un match où il va y faire mal. C'est devenu personnel. Ensuite, ça me fait très le segment avec CM Punk qui fait la voix de Paul Bearer avec l'ongle des mains. Asti que ça fait cocky, ça fait baveux. Ça, j'aime ça. Ça, T'as-tu vu les nouvelles de ça?
Comme quoi, ça n'a pas été apprécié. Oui, puis- ça n'a pas été apprécié en coulisses. Ben, premièrement, ça découle du fait que CM Punk est blessé au bras plus sérieusement que lui, il dit. Fait que la E a un peu peur de ça. Et ça, il aime pas. En ce moment, il se passe de quoi en coulisses entre CM Punk et l'équipe créative. CM Punk fait les affaires à sa manière. L'équipe créative n'aime pas trop ça. Mais moi, j'ai trouvé ça drôle. Et je vous confirme, je l'ai écouté, je l'ai vu, je pense, sur YouTube, je vous le remontre. Le oh shit, à la base, n'était pas censuré. Ah. Ils l'ont On l'entend très bien. censuré pour les. On l'entend très bien. OK. Ils l'ont censuré par après. Ils l'ont mis en noir et blanc, puis ils l'ont mis au ralenti, puis ils ont enlevé le shit. Ouais, puis là, en tout cas, c'est un bon segment, mais c'est pas assez long. C'est pas. Ben, pas que c'est pas assez long, mais c'est. Tu sais, je veux dire, ils sont pas les deux ensemble, un face de l'autre. C'est. Je ne sais pas. C'est correct, mais ça pourrait être vraiment beaucoup plus. Punk mérite mieux. Ben, compte tenu que Punk, on le sait qu'il va, lui, va, contrairement à The Rock, va être là pour les prochains shows. Ça me dérange pas pour l'instant que ce soit à ce niveau-là. Ouais, parce que tu sais, c'est tranquillement pas vite. Tu veux pas tout de suite qu'il soit face à face, qu'il veuille y arracher à la tête. Le but, c'est, tu sais, qu'Undertaker, il veut vraiment mettre la main dessus, puis il réussira pas tout de suite. T'sais. Non, je le sais, mais c'est. En ce moment, c'est quand même. Je sais qu'il reste quoi? Il reste 2 Raw? 2 ou 3? Je te sors ça dans l'instant. 2 ou 3. C'est 1, 2. C'est 2. Il reste 2 Raw. Hey, j'espère que Rock se pointe. Il reste 2 Raw. Mais en tout cas, ça reste que c'est un road to WrestleMania qui est pas parfait. Mais tu sais, la WWE sont quand même habiles parce que regarde bien ça, ils vont nous sortir un Raw épique, puis on va capoter, là. Mais je l'attends encore. Parce que là, 3 semaines, là, on a eu un 5-star match, là. Puis on ne jurait que pour la WWE, là. Wow, on a eu un 5-star match dans un Raw moyen, là. On l'a dit, ça. Ah, mais ça reste que quand j'ai fini le Raw, j'étais hypé comme 12. Tu m'aurais mis WrestleMania ce soir-là, je l'aurais commandé, là. Elle m'en prend pas gros, moi, pour capoter, là. C'est ta médication, ça, Mathieu. Ensuite, on a un match Elno contre Epico et Primo. Contre qui? Epico et Primo? Ils sont encore là? Les colons. Ils hésitaient entre eux autres ou Primetime Players au début du Raw pour challenger. Le match n'a pas été long. AJ Lee est venu pour distraire Elno, mais ça a quasiment pas marché. Elno a gagné. Ils ont. Ouais, c'était un peu louche, ça. Je comprends qu'elle soit là pour les déranger. C'est comme, on a oublié de builder le match entre Elno puis Ziggler puis le noir musclé, là, comment il s'appelle? Biggie Langston. Envoyez AJ Lee courir à l'entour du ring. Vite. C'est ça. C'est correct, là. Elle le faisait il y a 6 mois, un an, puis elle recommence à faire ça. J'ai rien contre, là, mais ça donne de la visibilité à AJ qui parle plus depuis longtemps, là, mais ça n'a rien servi. Là. Ils ont gagné leur match, puis c'est dans le vide. Pas mal ça. Pas supposé de trouver des affaires positives, ça, puis moi, Matt? Ouais, j'essaye, mais c'est parce que. Tu sais, ce que je me rends compte, là, c'est que. Tu sais, quand on a des matchs, mettons, à Raw ou n'importe quel show de télé, puis quand, mettons, ils nous bookent un match où il y a un genre de squash match, mettons Ryback contre Otunga, on fait comme, si c'est pas un match, Ryback, c'est sûr qu'il gagne, Otunga peut pas gagner. Mais si nous build Ryback contre Cesaro, on est autant maudit parce que Cesaro va perdre, puis on peut jamais être content, on dirait. C'est un catch 22, on est fou. Ouais. T'as un match-up qui a de l'allure, t'es en maudit parce que tu veux pas qu'un des deux perde. Puis si t'as un squash match, tu te dis c'est inutile. Mais encore là, je veux dire, oui, je vais être hors de moi si Cesaro perd clean contre Ryback parce que c'est juste un non-sens. Et c'est au niveau du booking que j'en veux. Mais si Cesaro réussit à me donner un match, je vais quand même être moins fâché qu'avec un squash match d'Otunga. Je vais te donner un exemple. Tu sais, hier, dans le match Elno contre Epico Primo, là, très facile. Ils nous mettent le match pour les titres par équipe, avec plein de two count rapides vers la fin. Qui fait, ils vont-tu gagner le. Tu sais, plein de quelque chose, même si on le sait que ça marche pas,
ça n'arrivera pas. Tu sais, nous donner des fast counts rapides, parce que les Pico Primo sont assez rapides. Brian aussi. T'embarques. Ben, ils ont essayé un peu avec les quick tags des Pico Primo. Ils ont essayé de faire une coupe de manœuvres rapides pour ce que l'éventail de moves que la E les laisse faire. Mais écoute, on jasait, je pense, de la pluie puis du beau temps pendant ce temps-là. C'est parce que dans les 3 minutes auparavant, on avait déjà perdu l'intérêt dans le match. C'est sûr que si tu mets les titres en jeu, c'est pas leur philosophie, là. Ouais. Mais si tu mets les titres en jeu, tout d'un coup, on regarde, là. Ça, c'est vrai. Chris Jericho est avec Matt Striker. Il parle qu'il va gagner le titre intercontinental pour la 10e fois. Et Fandango l'interrompt. Et là, on savait depuis peut-être une semaine ou deux qu'il essayait de nous builder Y2J contre Fandango. Puis là, Y2J, avec son charisme et son talk habituel, réussit à se moquer de Fandango de façon magistrale. C'était drôle. Puis le Fandango s'en va. Il dit, tu vas apprendre à prononcer mon nom comme il faut. Puis, tu sais, selon moi, si ça avait été buildé il y a peut-être 4 semaines, avec une raison logique ou peu pas logique de Chris Jericho, il rit de lui puis tout ça, c'est correct. Mais là, on est à 3 semaines, c'est un peu short notice. Ben, on a peut-être, s'il y a des segments à SmackDown puis tout, on va peut-être avoir un build. Ouais, s'il y a des à SmackDown, oui, ça fait 2 semaines. Là. Ouais. Mais c'est un peu short notice si ça reste juste à Raw. Là. Dis-moi donc les références au film ou je sais pas quoi. Là, ben, c'est qu'à la fin, c'est ça, Y2J, il dit « Je veux mes movie tickets ». C'est qu'aux États-Unis, le mot Fandango correspond à... Tu sais, ici, pour les spectacles, on a Evenco puis Admission. Pour les États-Unis, pour les movie tickets, ça s'appelle Fandango. Fait que c'était là le lien de movie tickets. Et voilà. Matt Striker a décroché là-dessus. Ouais. Il dit je vais prendre 2 billets. Il dit non, prends-en 3. Mais je trouvais ça le fun. Le fun. Je trouvais ça m'a fait un petit sourire en coin là, quand Jericho faisait toutes les jokes de fan Dumbo, fan Dodge Durango, puis qui essayait de porer. Puis Fandango aussi, t'as de la difficulté là, à porer. C'est clair, il y en a, c'est clair qu'il sait pas tout puis qu'il doit en arriver sur la fly puis il essaie de le faire décrocher, tu sais. Ensuite, on a un match Del Rio contre Cody Rhodes. Un match qui était présenté pour qu'on voit Jack Swagger venir attaquer Del Rio pour que ça mousse la feud qui avait bien débuté et qui là est sur le pilote automatique. Mais il a pas fucké le match. Tu sais, ça non, s'est fini c'est ça, il est arrivé à la fin. fin. Un match d'une bonne durée, d'une qualité, là. Exactement. Non, mais c'était juste vraiment pour que Jack Swagger arrive à la fin puis qu'il se pogne contre Del Rio. Ouais. Il blesse Ricardo Rodriguez avec le Patriot Act. Des médecins qui arrivent et disent on va t'amener en scaffold, pas scaffold, mais avec stretch. En tout cas, avec la civière jusqu'en arrière. Puis c'était ça. Vous avez vu, pendant la pause que vous avez manqué sur WWE Active, Ricardo Rodriguez qui continue à broyer comme une fillette. Tu sais, quand il nous remonte des affaires qu'on avait donc pas le goût de manquer. J'ai l'impression que Ricardo Rodriguez va se faire bâcher par tous les rivaux de Del Rio. Ouais. Il est donné, là. Ouais, ça moussait un peu la fiole. Bah ouais. C'est correct. Ça a fait sortir un côté de Del Rio qui avait sorti pendant la feud contre Big Show, là. Exact. C'est ça qu'on revoyait plus parce que là, c'était sur le côté États-Unis puis invasion et tout ça. Alors là, Del Rio était redevenu sérieux puis il prenait... Mais de le voir défendre son Ricardo à nouveau. Parce que là, la feud était buildée sur des promos au micro puis là, pour la première fois, c'était vraiment sur quelque chose de physique. Ça me surprendrait même pas s'ils font même plus de promo. Par rapport à l'histoire des États-Unis et tout. Ben, ils ont fait le tour. Fait que ça me surprendrait pas qu'ils abandonnent ça. Ensuite, on intronise Booker T Wall of Fame avec un vidéo hommage. Qu'est-ce que vous en pensez? Soccer? Ben, content. Je suis pas dans leur culotte. Là. Je sais pas qui. Ben, ça fait une grosse année. Moi, ce que je vois, c'est que ça fait une grosse année. J'ai jamais vu ça une grosse année de même au Hall of Fame, à mon souvenir. C'est de luxe. Pas à peu près. Ouais, c'est. Puis il y en a de toutes les générations, de toutes les. Ah, c'est big. Ouais, c'est assez. J'ai pas ben de. Tu sais, mon Booker T.
j'ai beaucoup de souvenirs de ces matchs à WCW. Il n'y avait pas eu le 4-7 contre Chris Benoit. Ouais. C'était à chaque semaine, ils se battaient en Nitro dans quasiment des 4-star matchs et demi. Là. C'était de luxe. Imagine-toi un 4-7. C'est écœurant là, comme idée. Là. Tu sais que ça s'en va en 7, là, mais tu t'en fous. Parce que ça fait déjà ça qu'on voit un 4-7 en tryback puis Cesaro puis ça mène à rien. Fait que tant qu'à ça, eux autres se sont dit ils vont lutter chaque semaine, mais on va mettre un enjeu. C'est un de mes meilleurs souvenirs de Booker T. Il y en a d'autres, là, je veux dire, il est multiple champion, toutes catégories confondues. 5-time World Heavyweight. C'est un champion US dans le temps que la ceinture US était un petit peu plus big. Ouais, Un gars des Harlem Heat. Il était un tag team assez puissant dans le temps aussi. Ouais. Non, c'est mérité. Puis King Booker. King Booker! Pas connu, je sais qu'il était King Booker, mais j'écoutais pas ça dans le temps qu'il était King Booker. L'amour, il serait là, puis il nous parlerait de tout le temps qu'on l'a manqué, Booker T. Ouais. Mais c'est un des ceux qui a survécu dans le fond de l'achat de la WCW. Parce que tous les gros gars, là, les DDP puis tout ça, ils ont pas percé comme lui. Tu sais, Booker T, ça a continué puis ça a marché, là, tu sais. Exactement. Ensuite, on a un match Randy Orton et Sheamus contre les 3MB. C'est un match qui en fait, encore, c'était comme Del Rio contre Cody Rhodes. C'était pour faire arriver The Shield pour builder la feud. The Shield arrive, il encercle Randy Orton et Sheamus. Puis là, Big Show arrive. Il y a eu un mini-pop, Big Show. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais. Et là, Big Show pointe le logo WrestleMania. Et là, mes comparses buvaient de la bière. Mais... Oui, on a fait un jeu hier. À chaque fois qu'il cadrait ou qu'il pointait la pancarte de WrestleMania, on buvait une gorgée de bière. Vous comprendrez qu'on était sous après une heure. Là. Et là, ça semble que Big Show va être finalement dans le match 3 contre 3. Il a tendu une perche. Hein? Il n'a pas dit qu'il faisait face turn. Il n'a pas dit qu'il lichait le cul de l'audience. Il a juste fait comme, je suis là. En tout cas, pensez à moi. Exactement ça. Ensuite, on a Dolph Ziggler contre Kofi Kingston. C'est un match rapide que les deux peuvent donner, mais c'était un match de télé. Ensuite, Dolph Ziggler bat Kofi Kingston. Deux victoires, là, récemment. Oui, deux victoires. On dirait qu'ils sont en train de nous builder des victoires avec Dolph Ziggler. C'est bien. Je suis bien heureux de ça, moi. Ouais. Tim Elno fait son entrée. Il défie Ziggler et Langston pour un match à WrestleMania. Puis AJ Lee prend le micro. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu parler. Et elle accepte pour eux le match. Le match est officialisé pour Mania. C'est officiel sur le site. Mais en fait, je te corrige là-dessus. Tim Elno voulait se battre contre Ziggler Biggie. Et c'est AJ qui a pris le micro et qui a dit que ça se passait à Mania et que c'était pour les titres. Pour les titres, oui. Oui, pour les titres, exactement. C'est elle qui a rajouté là, les stipulations et tout ça. Étonnamment, Vicky Guerrero n'était pas dans le portrait pour officialiser tout ça. C'est pour ça qu'elle a besoin d'être là. AJ, c'est quand même une ancienne general manager. Elle a encore du pouvoir. Là. Ouais. Ensuite, on a le match de la soirée, selon moi. Pas selon moi, c'est le match de la soirée. Le Triple Threat pour le titre intercontinental. J'étais sûr qu'au début, Jericho gagnait, mais plus le match avançait, plus que je voyais que Barrett retenait son titre. Ouais, il se faisait sacrer dehors trop souvent. Oui, exactement. C'était un match pour un TV show, c'était quand même correct. Ouais, c'est un bon match. Dans le sens que ça... Ils ont de la misère à builder des Triple Threat, hein? Ouais, ils ont de la misère. C'est pas des Triple Threat ECW, disons, que les trois gars sont en dedans puis ils vont faire des manœuvres à trois. Il y en a eu une, là. Il y en a eu quelques-unes, mais... La plupart du temps, ouais, il knock quelqu'un dehors puis c'est un match 1 contre 1. Mais ce que j'ai aimé, c'est le feeling d'un gros main event. Ouais, au début, là, oui. Comment qu'ils nous ont buildé ça, là, ouais. L'Intercontinental ce soir est en jeu, il est à la fin du show, grosse affaire. C'est comme ça que tu me donnes un intérêt, tu sais. Puis il y aurait eu le même match dans la première heure sans build-up, puis on aurait fait bof. Mais là, c'est... Tu sais, la lutte, c'est tout... C'est du hype. Il faut que tu donnes out à des affaires. Il faut que tu mettes l'emphase sur des trucs. Puis ça, ils l'ont bien fait. Puis Wade Barrett a sorti fort de tout ça. Puis c'est tant mieux pour enfin un champion qui
a une victoire, tu sais, puis... Ouais, il est sorti fort. Il n'est pas rentré fort, par exemple, hein? Non, ça, c'est un problème, là, par Rentré contre. pendant la pause. Ouais. On a entendu la toune de Miz, la toune de Jericho. Lui, non, pas... tu défends ton titre, mais tu vas rentrer pendant la pause. Ouais, t'as raison qu'il aurait pu le mettre encore un petit peu plus en l'avant-plan, là. Mais regarde, il est encore on a champion. eu un bon match. Comme tu as dit, on a eu du hype. Fait que focusons là-dessus. Fait que Jericho s'en va sûrement d'un programme avec Fandango. Miz... Aucun, puis Barrett, aucun. À moins que les deux s'affrontent encore. Un contre l'autre, mais... On va avoir un match, un genre de four-way, puis tu mets l'Intercontinental puis l'US dans le même match, puis tu les fusionnes. Là. Ouais. J'aimerais ça. Moi aussi. Débarrassez-vous d'un de ces deux titres-là. Là. Ensuite, Triple H, c'est la fin du Raw, dans le fond. Triple H fait son entrée. Là, on voit que tout est seté pour la signature du contrat. Paul Heyman arrive avec des agents de sécurité. Ça rigole là-dessus. Triple H rit de Paul Heyman avec ses gars de sécurité. Puis là, Heyman, il dit qu'il va dire qu'ils vont signer tout ça et que ça va builder le match pour Mania. Heyman, il propose plein de stipulations ridicules à Triple H. Il dit, tu vas-tu faire lutter les yeux bandés avec des menottes? Ça va être Stéphanie qui va être en jeu, mais ça va être le perdant qui va être obligé de l'avoir. Là, Triple H pète les plombs, il varge Paul Heyman, il lui dit plein de conneries. Il signe le contrat sur le chest, sur le papier. C'est un bully. Oui, c'est un bully Triple H. Yes, star. Et là, c'est ça, et Brock arrive avec une chaise, il pète une chaise, ça rentre pour aucune question de bonne raison. Il y avait pour qu'elle ait méchant. Ouais, il faut qu'elle ait méchant. Puis là, finalement, les deux, ça rit. Il dit, on va te le dire, c'est quoi la stipulation? Ça va être un no-holds-bar match. Et ta carrière est en jeu. Triple H l'a trouvé drôle. Ça s'achève avec un face down. Qu'avez-vous pensé de ce segment? Paul Heyman, encore une fois, qui joue bien. Qui fait un excellent coward, là, et Triple H qui a aidé, là, tiré par les cheveux, déchiré son linge, fessé dessus, même fait saigner du front. Fait que, à l'image de ce qu'une feud contre Triple H est censé être. Là. C'est ça, c'était bien. J'avais hâte au punch final. Ouais, moi aussi, à un moment donné, là, dévoilé, là, tu deviens impatient, puis tu fais, j'espère qu'ils vont le dire. Ça a été bien pitché par Paul Heyman. Ouais, j'ai aimé Paul Heyman quand il tenait, il serrait contre lui le contrat comme si c'était son bébé, tu sais. Tu sais, des petits détails comme ça que tu vois qu'il chérit le. Parce que ça, ce feud-là est mieux buildé que le main event, là, on s'entend. Hein? Oui, mais 1000 fois, là. C'est parce qu'il y a une histoire. Rage, il y a de la rage, il y a une histoire, il y a de la rage, il y a quelque chose. Là. J'aime ça quand Paul est là avec Brock. À chaque fois que Brock est là, on dirait que Paul a de la misère à le contenir. Là, c'est son poulain, mais mais on dirait que ça reflète un peu la réalité. Tout le monde dit backstage là, que Brock Lesnar il est un peu rough, puis ça va y arriver de blesser du monde par accident, puis tout ça. Et on dirait qu'il joue là-dessus, toujours en train de le retenir pour pas qu'il aille, en tout cas, pour pas qu'il aille trop loin. Ils ont une belle chimie ensemble. Ouais. Et c'est ça qui finissait le Raw. Il y avait quelque chose à rajouter à propos du Raw dans son ensemble? Ça a commencé très mollement. Ça a bien fini. Ça a fini fort. Le main event puis la fin valait le show. Encore une fois, on dit chaque semaine, mais 3 heures. Il y a tout le temps 1 heure que t'enlèverais facile. Ouais. Si le show était 2 heures, il y aurait bien moins de merde, là. Je veux dire, oui, c'est sûr. Le fait que ça soit 3 heures, c'est ça qui. Je pense que dans le fond, c'est le premier WrestleMania. Road to WrestleMania avec des Raw de 3 heures. Il y a les promotions de films aussi là, qui oui. Là. Les promotions de toutes les On a beau avancer les pauses, ou quand je l'écoute en torrent, moi, chez nous, où il n'y a pas de pause. Tes promotions de films sont dans ton show. Mets-les dans tes pauses publiques, dans tes blocs pubs. T'as les moyens de te payer ça, là.
déjà qu'il y a à peu près 1 heure de pause publicitaire dans ton show, en plus des Raw Rewind, puis des Previously, What You've Missed, les Raw Active, puis que pendant la pause. Là, en plus, tu mets des annonces et des promotions pour G.I. Joe Retaliation, pour The Call, pour Last Man Down, puis pour Marine 3. 4 films que tu me promotes avec des red carpet, des thrillers, des entrevues avec Otunga, que le monde avait l'air de se foutre de sa gueule. Ça fait beaucoup de pas de lutte dans ton Raw 3 heures. Beaucoup de pas de lutte. Fait que c'est ce qui terminait le Y avait-tu Raw. des nouvelles que tu as vues? Des nouvelles importantes, non. À part que l'AE, c'est leur style. Là. Ils font des advertisers pour après Mania. Fait qu'ils annoncent dans des house shows que Del Rio va affronter Big Show pour le World Title et que Cena va défendre son titre contre The Rock dans les prochains après Mania. Fait que ça, juste des possibles dans des spoilers. house shows? Ouais. Oh, ouais. Mais pas nécessairement dans ces house shows, c'est que Cena va être dans son hometown, puis ah non, ok, il va être dans son hometown, puis il va y avoir The Rock là, ou quelque chose de genre, là, mais je veux dire, c'est des possibles spoilers, ou c'est juste que c'est la façon qu'il y a pour builder des house shows, des choses comme ça, là? C'est carte sujet à changement, fait que tu peux dire Ultimate Warrior contre Hulk Hogan, puis c'est ça, c'est la carte. Finalement, on n'a pas pu les avoir, là. Sinon, NXT, cette semaine, c'était pas pire. Il y a eu un match Bo Dallas contre Bray Wyatt, qui sont deux frères, les deux frères dans la vraie vie, qui s'affrontaient. Ouais. C'était intéressant de voir ça. 2 jeunes prospects. Bray Wyatt, là, si vous n'avez pas vu encore la gimmick, là, allez faire un tour. Je vais mettre un lien sur Facebook. Hallucinant, vraiment. Là. Une espèce de hippie pecno qui est un peu sur l'acide, qui est chill. Il s'assoit pendant le match, il s'assoit dans le coin, dans les rings, il a l'air buzzé. Donne le baiser de la mort à son adversaire à la fin. Il sac à terre, violent. Ben de la prestance, le gars. Super bon micro. Il arrive au ring en parlant sur sa toune. C'est bien rare qu'on voit ça. Ça fait penser un peu à Mick Foley, comment il était capable d'incarner des personnages, tu sais, Dude Love, Mankind, tout ça. Il donne cette impression-là, vraiment. Le gars, c'était Husky Harris avant, puis ils ont rebuildé le gars. J'ai bien hâte de le voir. C'est sûr qu'il va monter, parce que sinon, il passe à côté d'un super bon gars au mic. Ouais, c'est le genre. Puis In-Ring, il a l'air bon aussi. Là. Je l'ai pas vu souvent. Non, il se débrouille bien. C'était mon highlight du NXT. J'ai bien aimé ça. Puis là, depuis que la TNA n'a plus 12 PPV par année, ils font des One Night Only. En fin de semaine, ils en ont enregistré 4. Ouais, c'est un peu bizarre, là, ce concept-là. Ouais. Mais je pense que la véritable raison de ça, c'est qu'ils veulent... Peut-être... Je pense que la façon ça fonctionne, c'est quand tu as un contrat avec pay-per-view, peut-être que tu as un contrat de temps d'événements par année. Fait que, mettons, il faut que tu ailles 12 shows, mettons, ou 10. Eux autres, ils veulent juste avoir 4 pay-per-view live pour sauver de l'argent. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils recordent des événements de même que tu vas pouvoir commander sur pay-per-view à tout moment, mais qui n'auront pas rapport avec les storylines. Ouais, ceux qui ont enregistré cette semaine, en fin de semaine, ça a été le Knockout Knockdown. C'était juste des matchs de filles. Il y a eu le TNA spécial 10e anniversaire. Il y a eu TNA Tag Team Tournament. Et il y a eu la TNA World X Cup. Beaucoup de retours de lutteurs dans ces 4 matchs-là. Vous pouvez aller voir, si vous écoutez pas ça, vous pouvez aller voir les spoilers, les results. Moi, j'ai pas regardé les results, je vais sûrement les pogner. Mais je sais même pas quand ça va passer. C'est ça. Je pourrais pas vous dire ça, cher auditeur, j'ai aucune idée quand ça va passer. Le concept semble un peu boboche parce que ce qui me fonctionne pas, c'est qu'ils recordent ça des mois d'avance. Puis quand tu vas l'écouter, ça va te passer date. Cela dit, je pense que ça va être des événements peut-être qui se veulent intemporels. C'est-à-dire que quand je me tape un gala, mettons de la Pro Wrestling Guerrilla de l'année passée, m'en sac pas mal de quand est-ce que ça s'est passé. Si les combats sont bons puis que tu bases tes événements sur la lutte, ça peut fonctionner avec la TNA aussi. Si tu ramènes des gars, si tu signes des gars pour One Night Only puis tu me donnes des bons matchs puis des bons concepts, des gimmicks pay-per-view, pourquoi pas? On verra bien. J'ai rien vu à date, fait que je sais pas. Mais ça n'a aucun rapport avec les histoires en cours, fait que c'est d'autres. C'est un peu d'autre chose, là. Ben, ouais, c'est pour les fans de wrestling, dans le fond, là, pour leur donner juste un petit nanan là, au milieu de rien.
il espère aller chercher des bails parce que je pense que ça coûte, mettons, juste 19$ ou 15$ commander ça. Tu te dis, bon, ben pourquoi pas pour 15$ à regarder un événement de lutte au lieu de payer 70$. Là. Fait que, il espère, en ayant moins de pay-per-view par année, de créer des plus gros build-up pour leurs événements. Puis comme là, il reste juste 2 pay-per-view dans l'année. Le prochain est en juin, je pense, si je me trompe pas. Ouais, genre de genre, ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est ça. Fait que, ce que ça fait, c'est que les épisodes de TNA, ils donnent plus de gros matchs, vu qu'il y a moins de pay-per-view. Fait que ça peut être à 2 tranchants. Je pense qu'ils visent plus, en ce moment, d'avoir un petit peu plus haut rating, puis d'aller remplir leur salle où ce qu'ils vont. Puis, tu sais, les pay-per-view, de toute façon, ils étaient déficitaires, de la façon dont je comprends ça. Là, fait que... Exactement. Moi, je peux pas avoir de la lutte gratuite à la TV, je me plaindrai pas. Non, exactement. Ouais, c'est ça. Mais, puis l'autre chose, il n'y a pas d'autres nouvelles là, à part. Non, c'est ça. C'est pas mal ça. On va aller avec les réseaux sociaux. Pour rejoindre moi, sur Twitter, Marc-André Drouin, c'est @MA Drouin. Pour rejoindre Mathieu Chevalier, c'est @M_Chevalier. Pour rejoindre Pierre-Alexandre Vincent, c'est @PA_Vincent. Pour rejoindre Vous êtes dans la lutte, c'est @VEDL_. Notre courriel, c'est vous.z.dans.lutte@gmail.com. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, sur Vous êtes dans la lutte. On pourrait aussi rappeler la victoire en fin de semaine de Georges Saint-Pierre au UFC 158. Il y a peut-être ceux qui sont des fans de combat, ben peut-être qu'il y en a dans nos auditeurs. Ça a été tout un événement. Il l'a démoli, tant qu'à moi. Oui, ça a pas été trop long. Ouais, drôle de booking, ça. Moi, la storyline de ça. Ouais. Je regardais ça et je trouvais que ça manquait de coups de chaise. Là. Le pire, c'est que la storyline pour builder le match était écœurante. C'est ça, même si ça n'est pas une, tu sais, c'était ce qui est drôle, Oh, oui, mais c'est un squash, là, tu sais, t'aurais pu au moins me faire penser qu'il y avait des chances, là. Ce qui est drôle, c'est que tu le vois que c'est un peu kayfabe parce que quand le match était fini, les deux gars se sont louangés l'un l'autre, puis ils étaient plus vraiment dans la gimmick du build-up du match, ouais. Tu sais. Diaz était plus asshole, puis tu sais. Ouais, exactement. Mot de la fin. Moi, j'ai pas de mot de la fin. Tu n'as-tu un, Pierrot? Licorne.